Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je ne sais pas vous, mais pour moi ce mois de novembre a été beaucoup trop long. Alors je suis vraiment contente de commencer décembre en papotant livres avec vous et bien sûr avec toi Marine. Salut, comment vas-tu ? Salut Catherine, je vais très bien, merci. Moi je suis surtout contente d'être arrivée en décembre pour les fêtes de Noël parce qu'on est d'accord, c'est quand même le meilleur moment de l'année. Oui, on est complètement d'accord. Pas de thème particulier pour ce numéro 21 du Bruit des Pages. On a préféré se laisser porter par nos lectures. Alors préparez-vous à une sélection assez éclectique parce qu'on va vous parler de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea, Féminin de Claire Touzard et enfin la BD du mois sera Rivage de la colère de Laurent Galandon, Rachid Nawa et De Greff, adapté du roman de Caroline Laurent. Et on commence tout de suite avec un roman japonais qui vient tout juste de sortir en poche, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est donc paru aux éditions Albin Michel et le livre de poche. Dans une petite ruelle de Tokyo se trouve Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience. C'est un roman que j'avais remarqué en anglais. L'histoire m'attirait pas mal et quand j'ai vu qu'il avait été aussi traduit en français, je me suis dit que c'était un signe et je suis allée faire un petit tour dans ma librairie favorite. Moi, c'est vrai que c'est un roman qui traînait depuis pas mal de temps dans ma pile à lire et quand tu m'as dit que tu l'avais acheté, je me suis dit qu'il était temps de le sortir et de le lire aussi quand même. Surtout que les critiques étaient vraiment très très bonnes. J'en lis pas énormément mais à chaque fois que je découvre un roman japonais, c'est une très bonne surprise et je pense particulièrement au restaurant de l'amour retrouvé d'Ito Ogawa qui avait été un vrai coup de cœur. Moi, j'ai eu une très belle expérience avec la littérature japonaise, avec Les Mémoires d'un chat et Le chat qui venait du ciel dont on vous avait parlé l'an dernier dans notre épisode sur les chats. Donc j'avais bien envie de renouveler cette expérience. Alors sans dire que Tant que le café est encore chaud est un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était une lecture très apaisante. Le roman est sans grande prétention, le style est assez simple, assez répétitif même, mais j'y ai retrouvé la poésie et la douceur que j'avais appréciée dans mes autres lectures japonaises. J'ai trouvé que c'était très beau, très doux, franchement même très émouvant. C'est vrai que le résumé, il est très intriguant, cette histoire de voyage dans le temps en buvant un café. Moi, j'adore l'idée. C'est tout bête, mais ça interpelle quand même. Complètement. Et puis surtout, je pense qu'on se projette assez simplement dans ce récit parce que c'est un peu comme un rêve ou une idée qui nous a traversé l'esprit, voilà, de juste prendre une gorgée de café et puis de voyager dans le passé. Et d'ailleurs, c'est un peu tout le charme des romans japonais. Et là, je pense par exemple à ceux de Murakami qui a vraiment l'art d'ajouter des touches de fantastique dans le réel avec beaucoup de poésie, comme si c'était quelque chose de commun, de normal. Oui, dont on se pose pas la question, quoi. Ouais. C'est vrai que le propos de Toshikazu Kawaguchi m'a aussi beaucoup plu. Il parle de cette tendance à être enfermé dans le passé, qui n'a pas ressassé une scène de son passé en espérant pouvoir la revivre et peut-être la changer. Mais justement, là, les personnages peuvent retourner dans le passé, mais ils ne peuvent rien y changer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, j'ai trouvé, parce que si on ne peut pas changer le passé, eh bien, il faut l'accepter et profiter du présent autant que possible. Et finalement, c'est cette sagesse que nous transmet l'auteur. Et puis surtout, ce roman, il nous parle aussi des relations humaines, entre couples, entre amis, entre parents et enfants. Des relations qui, on le voit au cours du livre, ne sont pas toujours faciles, mais qui sont très touchantes et qui valent la peine d'être sauvées. On suit donc ces 4 femmes qui ont toutes des raisons différentes de vouloir retourner dans le passé. Et j'ai trouvé très sympa cette façon de découper le récit en 4 parties, comme si c'était un peu des nouvelles indépendantes, mais on retrouve dans chaque partie un fil conducteur
avec notamment ces femmes qui sont soit le personnage principal, soit des personnages secondaires. Enfin, on les retrouve à chaque fois et elles font avancer le récit et elles s'aident chacune en fait. Ouais, c'est et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le huis clos et la construction, comme tu disais, un peu sous forme de nouvelles au final. Chaque histoire introduit un nouveau personnage et il y a quand même ce fil conducteur entre chacune, notamment grâce aux propriétaires du café et aux clients, aux habitués du café. Ouais. Finalement, tout le long du livre, je me disais que je le verrais bien adapté en pièce de théâtre. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties de personnages. Il passe du café à l'arrière-salle en passant par un rideau. Pareil, l'entrée dans le café qui se fait à chaque fois un peu comme une entrée sur scène. Et puis les habits, les costumes donc des personnages sont toujours décrits. Et en me renseignant sur l'auteur, figure-toi que j'ai découvert qu'en fait il était dramaturge. Ah bah voilà, tout s'explique. Ouais, et ça se ressent vachement dans le roman. Ouais. Non mais c'est vrai que moi en plus je m'étais dit aussi que ça serait une jolie pièce de théâtre. Ah mais complètement. Après, c'est vrai que c'est pas un coup de cœur pour moi. Les histoires sont touchantes. J'aime bien le message de fond qui est très philosophique, mais disons que c'est un peu sans surprise. Et surtout, je trouve que c'est un peu tire-larme par moment. Je trouve que t'exagères. Alors bon, oui, c'est tire-larme. Oui, Enfin, moi, je pleure un petit peu, mais tire-larme, je trouve que c'est un peu dur comme terme. Je dirais que c'est pas très subtil sur l'émotion, tu vois. On sent que bon, il veut vraiment en rajouter sur l'histoire personnelle de chacune et c'est triste et blabla. Et bon, du coup, moi, j'ai pas pleuré, quoi. Non, mais en même temps, t'es pas obligé de pleurer. Mais non. Moi, j'ai trouvé que c'était émouvant. Oui, il y a un petit côté touchant. Voilà, touchant. La conclusion à chaque fois, de chaque passage, je suis d'accord, c'est chapitre. Touchant. Oui, c'est vrai, mais un peu trop. En fait, vraiment pour moi, je trouve que c'est ça, c'est juste que ça manque un peu de subtilité et puis surtout, malheureusement, je trouve que c'est un peu lent et j'étais pas impatiente d'y retourner, tu vois, j'avais pas cette espèce de frénésie en me disant allez, je me replonge dedans. Je veux savoir la suite. Voilà, parce que encore une fois, c'est sans surprise, on s'y attend à chaque fois, ça se répète quand même beaucoup sur le procédé, sur les descriptions et du coup, au bout d'une ou deux histoires, t'as un peu compris le concept, quoi. Tu vois, c'est vrai. Et t'arrives à deviner. C'est vrai, j'avoue qu'en effet, il n'y a pas de grosse surprise. Voilà. Enfin, la grosse surprise est dans la première partie. Oui. Et puis après, on a un peu compris le principe et on voit à peu près où ça va nous mener. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus de ça, alors là, je ne sais pas si c'est la traduction qui pêche, mais moi, je trouvais que le style n'était pas dingue. C'est un peu plat, c'est pas très, très fluide. Donc moi, ça m'a un peu gâché le récit. Bon, voilà, c'est ma conclusion. Mais pour résumer, pour moi, c'est un petit roman d'hiver sympathique qui se lit très rapidement, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, avec des histoires touchante, mais ça vaut pas vraiment l'emballement qu'il y a eu autour de ce livre. Et à mon avis, si vous cherchez à lire de la littérature japonaise, je vous conseille plutôt de vous tourner vers les romans ou les nouvelles de Murakami qui, pour le coup, là, moi, je trouve sont très, très émouvantes et j'ai pleuré. Ou même d'Ito Ogawa, et là, j'ai pleuré aussi. C'est vraiment très, très beau. Bon, écoute, pour toi, ça n'a pas fonctionné, mais pour moi, la magie de ce café Tokyo Heat a fonctionné. D'ailleurs, moi, le petit côté fantastique magique m'a aussi bien plu, avec les règles qui sont un peu sorties de nulle part, mais sans justification, mais qui créent ce cérémonial. Moi, je suis rentrée dans ce cérémonial, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai été émue. Et si pour vous, cette magie a fonctionné et que vous voulez la prolonger, eh bien la suite, Le Café du Temps Retrouvé, est sortie début novembre chez Albin Michel, toujours. Partons en Espagne maintenant avec Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea. C'est un roman qui a fait partie de la rentrée littéraire de septembre et c'est édité par Grasset. L'histoire commence en Espagne par 2 naissances et 2 abandons. En juin 1943, une prostituée de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d'une fille et la laisse aux sœurs d'un couvent. Elle revient la chercher 10 ans après. L'enfant est belle comme le diable, jamais elle ne l'aimera. Le garçon, c'est Julien, la fille, Victoria. Ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice. À 27 ans, une tarologue prétend qu'elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui faudra retourner à Bilbao, la ville où elle est née. Marine, c'est un roman qui te faisait de l'œil depuis un moment. C'est vrai que c'est un roman de la rentrée littéraire qui me tentait énormément. J'avais pas lu non plus énormément de critiques dessus, mais je savais qu'il avait son petit succès. Et puis le résumé, pour le coup, me tentait beaucoup. Ça me faisait un peu penser à un autre roman sur le même thème, Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, tu nous en avais parlé dans le premier épisode. Exactement, et j'adore cette autrice. Allez, je le répète encore une fois. Et là, pour le coup, j'avais vraiment adoré.
ça avait été un coup de cœur, comme un peu tous ces romans d'ailleurs. Donc, la barre était très haut. Bah ouais, et malheureusement, du coup, j'ai été un peu déçue. Peut-être que j'en attendais trop. C'est un récit qui alterne entre passé et présent, donc entre l'histoire de l'autrice et celle de ses parents. J'ai beaucoup aimé les chapitres sur l'histoire des parents, mais je suis un peu restée sur ma faim en ce qui concerne l'aspect historique du roman. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas l'objet du récit, mais bon, ça manquait un peu de contexte historique pour moi. Dans la seconde partie, le récit se concentre bien plus sur une réflexion autobiographique de la part de l'autrice, la quête de l'identité, de ses propres racines. Bon, c'est vrai que c'est un thème un peu vu et revu en littérature, donc faut pas se planter. Ouais, c'est clair, il y a de la pression voilà. Quand on se lance là-dedans. Bah ouais, et puis malheureusement, à ce niveau, le roman, moi, je trouve qu'il souffre un peu de la comparaison avec d'autres livres qui mêlent justement quête d'identité et histoire, comme La carte postale d'Anne Berest. C'est vrai que la barre est très très haut quand tu compares avec La carte postale. Et oui, et moi je l'avais en tête malheureusement, et je trouve que c'était pas au même niveau quoi. Et finalement, entre cette première partie et la seconde, il y a un mélange qui ne fonctionne pas. Et puis ni l'une ni l'autre n'est vraiment abouti. La première sur les parents, elle est assez froide, on reste un peu en surface, alors que moi j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés super intéressants et vraiment on aimerait en savoir plus. Et en revanche, sur la deuxième, il y a trop de réflexion intérieure. Et moi, ça a fini par me lasser au bout d'un moment, quoi. Enfin, c'est pas mon genre, mais voilà, c'était un peu trop. Je pense que le roman, en fait, il manque d'équilibre. Et je l'ai refermé avec un peu un sentiment d'inachevé. Et c'est dur de dire ça, mais une légère indifférence. Tu vois, c'est pas le genre de roman qui va te rester en tête, quoi. Ouais. Ah, c'est bête. Mais alors, il y a quand même du bon. Oui, il y a quand même du bon, parce que c'est vrai que la plume de l'autrice, elle est vraiment intéressante. C'est dynamique, c'est moderne, c'est assez original, et puis elle touche à différentes thématiques avec beaucoup de justesse. Alors évidemment, donc celle de la quête d'identité, mais aussi celle et surtout de l'immigration et de la difficulté de s'intégrer dans un pays qui n'est pas le sien. C'est valable pour ses parents qui, eux, sont venus en France, mais c'est aussi valable pour Maria elle-même, née en France, mais fille d'immigrés qui subit malheureusement toujours les préjugés de classe. Et ça, elle en parle très bien. Donc voilà, je dirais que c'est un peu un avis en demi-teinte pour ce premier roman qui n'est pas inintéressant, mais pas inoubliable non plus. Eh ben, on attend le prochain alors. Voilà. Autre roman de la rentrée littéraire, mais totalement différent, je voulais vous parler de Féminin, de Claire Touzard, publié chez Flammarion. Quelques années avant la révolution MeToo, Frankie intègre l'équipe d'un journal féminin. Très vite, cette jeune journaliste engagée, militante féministe, se laisse séduire par cet univers de paillettes et d'avantages. Sa vie change brutalement quand un homme est nommé à la tête de la rédaction. Elle ne sait pas que le lent étiolement de ses idéaux va la mener au pire. 5 ans plus tard, Frankie va tomber et sa chute sera terrible. Ce livre m'a un peu fait l'effet d'une claque. Je vous en avais parlé à la fin de l'épisode précédent. C'est notre collègue Tiffaine, qui est toujours de très bons conseils au niveau lecture, et pas que d'ailleurs, qui me l'a prêté et je l'ai dévoré. Donc petit message à Tiffaine, entre Féminin et Le cœur synthétique qu'elle m'avait déjà conseillé avant, déjà merci beaucoup. Et puis surtout, keep them coming. Si t'en as d'autres comme ça, n'hésite pas, vas-y, propose, je prends. Donc du coup, tu disais, ce roman, une vraie claque. Oui, dès les premières pages où l'autrice décrit un jugement au prud'homme, donc on est à la fin de l'histoire et elle va revenir en arrière. Cette scène-là au prud'homme, on est plongé dans cette histoire qui est très moderne et malheureusement presque banale, d'une jeune journaliste pleine d'idéaux, féministe, qui se retrouve entraînée un peu malgré elle dans un job qui lui ressemble pas et qui doit ensuite se débattre avec des valeurs qui ne lui conviennent pas, un harcèlement sexuel qui s'installe insidieusement. Bref, il y a un peu tous les éléments pour bien s'accrocher dès le début et on est tenu en haleine tout le long, enfin en haleine n'est peut-être pas le mot, mais on est tenu tout le long du roman à voir comment elle va se débattre dans tout ça et s'en sortir. Moi, je me suis tout de suite identifiée à Frankie, le personnage principal. C'est clair que son histoire me parle particulièrement parce que je suis journaliste comme elle et surtout donc son rapport ambigu à son travail, à sa rédaction et puis aussi la précarité de son poste de pigiste parce que Frankie n'est jamais embauchée. Elle reste toujours à un poste précaire même si elle reste des années dans sa rédaction. Et moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, donc ça me parlait vraiment beaucoup. Il y a vraiment des moments où je me suis dit ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Et c'est marrant entre guillemets, mais parce que évidemment du coup j'en ai beaucoup parlé avec Tiffaine et on s'est rendu compte qu'on avait fait toutes les deux pareil, c'est-à-dire qu'il y a plein de passages du bouquin qu'on a photographiés pour s'en
souvenir et pour se les relire. Et donc, on a passé je sais pas combien de temps, mais un temps fou, à regarder nos photos et à lui dire « Ah, et ce passage-là, tu te souviens, ça disait ça et tout. Oh là là, il était très fort ce passage, c'est vraiment exactement ça. » Enfin voilà, donc on a passé beaucoup de temps à faire ça. Moi, je l'ai pas lu, mais tu m'as lu quelques passages et c'est vrai que c'est ultra parlant quand tu es dans le milieu. Tout de suite, tu te dis, ouais, j'ai vécu ce genre de situation, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment très, très bien vu. Et il y a une vraie réflexion sur la société actuelle et surtout sur l'évolution du journalisme que je trouve très intéressante, moi, notamment sur la question de comment faire du bon journalisme versus faire de l'argent et vendre de la pub, en gros, hein, ce qui est un peu ce qui se passe un peu dans toutes les rédactions. Évidemment, c'est une question qui se pose beaucoup. Et d'autant plus aujourd'hui, je trouve. Il y a dans le roman une compromission entre la façade féministe affichée du magazine, qui est un magazine féminin qui s'est créé avec l'idée de défendre les femmes, de donner une voix aux femmes, et finalement la vérité des deals publicitaires et des engagements envers les marques où il faut dire du bien de tel créateur parce qu'il nous paye de la pub, quoi. Et il y a une vraie honnêteté, je trouve, de Claire Touzard dans ce récit parce qu'elle élude pas les choses, elle dit les choses cash, hein. Elle assume les conflits de valeurs pour son héroïne. En gros, dans la vie privée, Frankie, elle est féministe, elle est engagée politiquement, elle est de gauche, elle fait les manifs, elle a une vie sexuelle non genrée, etc. Et puis, son taxi, il l'attend en bas de chez elle le matin pour partir à l'autre bout du monde, faire un voyage de presse dans un hôtel 5 étoiles, tout frais payé par une marque de luxe. Et en plus, elle s'est battue pour le faire, ce voyage. Ouais, c'est l'ironie, en fait. Voilà, c'est l'ironie et elle le reconnaît et elle reconnaît qu'elle-même est un peu aveuglée par ces paillettes et par cette vie magnifique et facile, qui n'est pas en fait si facile parce que dès qu'on commence à creuser un peu, il faut assumer après par rapport à ses valeurs personnelles de se compromettre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors si on n'est pas journaliste, est-ce que ce livre il peut aussi nous parler ? Alors oui, je pense. Déjà parce que je pense qu'on découvre quand même un univers assez intéressant pour tout le monde. L'univers de la presse féminine de luxe, c'est quand même assez particulier et c'est, je pense, intéressant de le découvrir. Et puis, c'est aussi une réflexion sur la place des femmes, alors dans le journalisme, mais même plus généralement dans l'entreprise. Alors évidemment, pour la féminazie que je suis, c'est rageant. Il y a des moments où je fulminais, franchement. Claire Touzard l'aborde au travers de la situation extrême de la liaison entre Frankie et son nouveau boss, parce que du coup, son travail et son métier et ses capacités deviennent définis par sa liaison amoureuse. Et notamment, il y a un terme qui revient beaucoup et qui est celui sur lequel elle s'accroche, c'est ce terme de promotion canapé, que tout le monde connaît, que évidemment tout le monde a utilisé à un moment ou inconsciemment ou consciemment y a pensé, qu'on a pu même parfois attribuer à certaines personnes, etc. Tu vois, il faut le reconnaître. Et en fait, on se rend compte que très souvent, cette expression, c'est aussi un moyen d'inverser la faute et c'est ce qu'explique Claire Touzard. Là, clairement, dans le roman, c'est ça, c'est la victime. C'est pas le pauvre petit patron qui s'est fait complètement avoir par une femme qui lui a fait tourner la tête. Non, c'est pas ça. Là, la victime, c'est Frankie et pourtant, c'est elle qui va être représentée comme manipulatrice, vénale et donc coupable. Forcément. Et par contre, le patron, lui, il est génial. Heureusement qu'il est là pour sauver tout le monde. Dans Féminin, Claire Touzard nous fait le récit intime d'une femme blessée, d'une femme manipulée et qui est sous l'emprise du patriarcat et de ses mécanismes et qui, en gros, à chaque fois perd. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, elle perd. Si elle craque et succombe aux avances de son patron et bénéficie de promotion, elle se fait lâcher par toutes les autres femmes qui la détestent. Si elle résiste et quand elle commence à résister, elle se fait virer. Donc en fait, quoi qu'il arrive, voilà, il n'y a pas de solution. Elle perd à tous les coups et c'est assez... c'est rude quoi à lire, mais c'est en même temps vraiment une claque quoi. Donc ça a été un coup de cœur, ce roman ? Ça a été un coup de cœur, mais un peu dur aussi parce que comme je te disais, je m'y retrouve pas mal, donc du coup il y avait des moments où je me disais oh là là,
Est-ce qu'il ne faut pas que moi aussi je réagisse? Alors pas sur les questions de harcèlement sexuel, je vous rassure, mais même par rapport au travail de manière générale, c'est quand même très intéressant. Le reproche que j'aurais à faire par contre à ce féminin, c'est la confusion entre histoire vraie et roman. La couverture te dit féminin Claire Touzard roman. On a la photo de Claire Touzard en couverture et moi j'ai passé toute ma lecture à me poser la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ça a l'air complètement vrai. Est-ce qu'elle l'a vraiment vécu ou pas? Voilà, il y a une sorte de flou qui est entretenu là-dessus. Et en plus, si je comprends bien, en fait, c'est en partie autobiographique. Et je trouve qu'en fait, ce flou, il est un peu gênant. Moi, pendant tout le roman, je ne savais pas trop comment me positionner. En fait, j'aurais préféré que ce soit précisé plus clairement, comme soit un essai, soit peut-être autobiographie, ou au moins, tu vois, inspiré de faits réels, enfin quelque chose comme ça. Que ce soit clair, en fait. Voilà, parce que moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et ça avait l'air très vrai, mais en même temps, ça te dit que c'est un roman, donc tu te dis, est-ce que c'est qu'elle a trop pas exagéré poussé, ou pas? Et en même temps, non. Enfin, à mon avis, non. Ouais. Mais tu vois, même encore maintenant, j'ai ce petit flou et cette question. Donc, je trouve que voilà, là-dessus, ça aurait presque pu être un peu plus clair. Mais je vous conseille vraiment ce roman engagé qui s'inscrit totalement dans la veine du mouvement MeToo et qui s'ajoute à ma liste de références littéraires importantes pour le combat féministe. Et un de plus. Et on termine avec notre BD du mois. Et aujourd'hui, on a opté pour une adaptation en bande dessinée, celle du roman de Caroline Laurent, Rivage de la colère. C'est Laurent Galandon, Rachid Nawa et De Greff qui en sont les auteurs. Et c'est aux éditions Phileas. En 1967, Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, au Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. Elle y fait la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance après 158 ans de domination britannique. Mais les soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. Ils ont 1 heure pour quitter leur île, abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et pour quelles raisons? Pour aller où? Après le déchirement vient la colère et avec elle la révolte. Une histoire d'amour impossible qui nous plonge dans le drame historique des Chagossiens. Je connaissais de nom le roman de Caroline Laurent qui a rencontré vraiment un franc succès à sa sortie. Il a notamment remporté le prix de la Maison de la Presse en 2020. Ouais. Et cette adaptation en BD, c'était un peu l'occasion pour moi de découvrir ce récit et l'histoire des Chagossiens aussi, parce que c'est une vraie injustice et un scandale impérialiste que je ne connaissais absolument pas. Ouais, exactement pareil pour moi. C'est vrai que c'est une découverte totale. Alors moi, j'avais jamais entendu parler du roman déjà de Caroline Laurent et encore moins de Chagos ou de l'histoire de l'indépendance même de l'île Maurice. Du coup, je suis allée voir un peu où c'était Chagos. Ça a l'air d'être un endroit vraiment minuscule au large de Maurice. Et comme j'aime beaucoup quand il y a un fond historique dans les romans, les BD, je me suis vraiment plongée avec plaisir dans cette bande dessinée. Avec plaisir, mais aussi avec beaucoup de révolte, parce que c'est vrai, comme tu le dis, c'est une vraie injustice, un scandale impérialiste et une tragédie qu'ont subi les Chagossiens. Et d'ailleurs, le récit est, je trouve, très bien mené, car on passe de la vie paradisiaque des Chagossiens, donc un début un peu doux, tranquille, à la stupeur de leur expropriation et de l'exil, puis la révolte et le combat pour faire reconnaître cette injustice criante. On s'attache au personnage et surtout à celui de Marie-Pierre, bien sûr, car elle est l'incarnation de son peuple et du combat. Sa force, son courage sont au cœur du récit et son histoire d'amour avec Gabriel, en plus, apporte un petit côté romanesque qui est, qui fait un petit plus à l'histoire. Oui, c'est en fond, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé aussi ce moment-là. Alors, pour être honnête, moi, j'avais un peu peur au début de la BD de passer à côté et de ne pas être emportée par le scénario et les dessins. C'est vrai que les couleurs sont superbes, surtout pour les paysages exotiques qui sont vraiment bien mis en valeur avec une palette de couleurs et de lumière incroyable. Mais les visages et les expressions des personnages, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que ça manquait en fait de précision et parfois sur certaines planches ça donne un résultat un peu étrange. Donc pas fan en fait de ces dessins-là, en tout cas pour les portraits. Moi les dessins ne m'ont pas déplu, même si je suis d'accord peut-être qu'il manquait un peu de modernité. Ouais, c'est je sais pas si c'est ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé la palette de couleurs. C'est vrai qu'elle illustre parfaitement les couleurs si vives qu'on peut trouver dans ces îles tropicales.
voile. Oui, c'est vrai. Après, en revanche, moi, je me suis passionnée pour cette histoire et le combat de Marie pour la reconnaissance de son peuple. Ça, c'est vraiment génial. J'avais jamais entendu parler de cette affaire qui est quand même allée jusqu'à la Cour internationale de justice. Ouais, et d'ailleurs qui n'est pas terminée. Et qui n'est pas terminée, ouais. C'est instructif, c'est émouvant et vraiment, on devine à travers l'adaptation la densité du roman et toute sa richesse. Donc, je comprends pourquoi il a eu beaucoup de succès à sa sortie. Et même, on ressent une petite pointe de frustration en se disant que les auteurs ont vraiment dû faire des choix et synthétiser le récit, mais le rythme de l'album est quand même très bien mené. Oui, je trouve qu'ils s'en sortent très bien dans ce travail d'adaptation. Moi, j'ai pas eu le sentiment qu'il manquait d'éléments pour bien comprendre l'histoire. Au contraire, je trouve qu'elle est condensée, mais sans être trop simpliste. En fait, moi, je pense que cette BD, c'est une bonne introduction au roman de Caroline Laurent, dont l'histoire, forcément, sera plus fournie en détail. Et elle a aussi plus d'espace pour le faire. Et bon, je l'ai pas encore lu, mais je pense que cette BD permet de soulever le voile sur cette page de l'histoire qui est quand même totalement méconnue. Et c'est déjà un grand mérite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller lire le roman. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que ça donne envie de lire le roman. Exactement. Sans le faire exprès, on était presque sur une sélection 100% rentrée littéraire, finalement. Bah oui, on s'en est même pas rendu compte. Bah ouais, on fait bien les choses malgré nous. Ouais. En tout cas, j'espère que nos choix vous auront plu. Est-ce qu'ils vous ont donné envie ? Peut-être que vous en avez déjà lu certains, ou tous même. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Venez échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, lebruitdespages.podcast, ou sur notre blog. C'est là que vous retrouverez aussi toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Marine, on peut aussi te retrouver sur ton Insta au fil des pages. Et donc, avant de se quitter, dis-moi, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je viens tout juste de terminer le 5e et avant-dernier tome de Blackwater. Et je suis très triste parce que du coup, il n'en reste plus qu'un que je me garde là pour le mois. Et je vais commencer une lecture Charleston, le nouveau roman de Min Jin Lee, l'autrice de Pachinko, je vous en avais déjà parlé. Celui-ci s'appelle La famille Han. Il est sorti avant Pachinko, mais il n'avait pas encore été traduit en français. Et j'espère qu'il me plaira tout autant que Pachinko. Il sortira le 14 février. Moi, par contre, je suis en pleine double lecture en ce moment, un roman d'un côté et un essai de l'autre. J'ai presque fini La boutique au poison de Sarah Penner, que je lis en VO. Et en parallèle, je suis en train de lire le livre de Marie Coq sur l'histoire du yoga qui s'appelle Yoga, une histoire monde. Je suis à fond dans le yoga en ce moment et du coup, ça accompagne ma pratique. Tu pourras peut-être nous en parler. Bah, tout à fait. Et puis un petit mot pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur Instagram, ça nous fait chaud au cœur. Alors merci beaucoup à vous toutes et tous. Donc on vous donne une petite mission, likez le podcast sur les plateformes d'écoute, mettez-nous des petits commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et surtout parlez-en autour de vous. C'est un vrai plaisir de voir cette petite communauté s'agrandir encore et encore. Voilà, cet épisode du Bruit des Pages touche à sa fin, mais restez à l'écoute cette année encore. On ne veut pas vous abandonner dans la galère des cadeaux de Noël. Alors, on vous prépare un petit numéro spécial course de Noël de dernière minute à venir très bientôt. D'ici là, bonne lecture, tenez le coup jusqu'aux vacances, profitez bien des fêtes et rendez-vous à la prochaine page.